Kinshasa et la FC M23 évoluent calmement vers un accord de paix définitif. En attendant, un nouvel accord a été signé ce matin à Doha. Il prévoit notamment un cessez-le-feu, l'ouverture des corridors humanitaires, la restauration de l'autorité de l'État ainsi que la libération des prisonniers. Et le gouvernement de Kinshasa avait annoncé la réouverture imminente de l'aéroport de Goma, toujours occupé dans l'est du pays. Une décision saluée comme un pas décisif, mais qui suscite néanmoins interrogations et attentes quant aux conditions de sécurité et à son impact réel sur la situation dans la région. Analyse dans ce journal. La RDC préside depuis ce samedi la CIRGL. Kinshasa a accueilli donc le 9e sommet des chefs d'État et de gouvernement qui avait pour thème consolider la paix et la sécurité pour le développement durable dans la région des Grands Lacs. Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans ce journal. La RDC a accueilli ce samedi le 9e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. L'organisation sous-régionale est pratiquement ressuscitée après près de 5 ans de léthargie alors que la crise sécuritaire s'aggrave au sein de ces pays. Et la RDC en prend donc la présidence rotative avec pour mission notamment de consolider la paix et la sécurité pour le développement durable dans la région des Grands Lacs. 12 chefs d'État et de gouvernement y ont fait le déplacement. Les détails dans ce commentaire de Joël Iselona. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, a accueilli ce samedi au Palais du Peuple le 9e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la conférence internationale sur la région de Grands Lacs. 5 ans après la dernière rencontre, tenue en visioconférence en 2020, les dirigeants se réunissent autour du thème « Consolider la paix et la sécurité pour le développement durable dans la région des Grands Lacs ». Lors de la cérémonie d'ouverture, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU, Yang Zia, a appelé d'un ton ferme à l'arrêt immédiat des hostilités dans l'est de la RDC et à la garantie de l'accès humanitaire aux populations affectées. Le président Félix Tshisekedi a officiellement assumé la présidence tournante de la CIRGL pour 2 ans, déclarant l'accepter avec humilité et détermination. Il a ensuite présenté les priorités de son mandat, réforme institutionnelle de la CIRGL, consolidation de la paix et de la sécurité régionale, renforcement de la coopération judiciaire, lutte contre l'exploitation illégale des ressources naturelles et intégration économique régionale. Il a également réaffirmé que sa présidence sera intransigeante sur les principes de souveraineté, d'intégrité territoriale et de non-agression, tout en restant ouvert au dialogue pour des solutions politiques durables et inclusives. Avant d'ouvrir officiellement les travaux, le chef de l'État a résumé sa vision pour la région. Il n'y aura pas de paix sans justice, pas de stabilité sans sécurité partagée, pas de développement sans intégration réelle. Après la cérémonie, les chefs d'État ont poursuivi les travaux à huis clos. Parmi eux, Joao Lourenço de l'Angola, Faustin Archange Touadéra de la République centrafricaine, Denis Sassou Nguesso du Congo, Évariste Ndayishimiye du Burundi et Félix Tshisekedi de la RDC. Et à ce sujet, le parti Union des valeurs tshisekédistes a salué et félicité le chef de l'État congolais pour sa désignation pour présider aux destinées de l'organisation sous-régionale, la CIRGL. Les propos ont été recueillis par Crispin Chimikoufwa. Message de félicitations. L'Union pour les valeurs tshisékédistes, IVT, parti cher au premier vice-président du Sénat, José Kalala, a accueilli avec beaucoup de joie la nouvelle de la désignation par ses pairs en qualité de président de la conférence internationale pour la région de Grands Lacs de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. IVT de l'honorable José Kalala estime que cette position du président Tshisekedi dans cette organisation sous-régionale permettra le retour de la paix à l'est de notre pays et dans le reste des pays de la sous-région. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. IVT, viva!
Viva, 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 avec Dieu, nous faisons les exploits. Et à vendredi, s'était tenu le segment de haut niveau organisé par le ministère de la Coopération régionale autour de 4 tables rondes sur différents projets de développement de la CIRGL, à laquelle a pris part justement activement la députée nationale élue de Lubudi, Dominique Munongo Inamizé. Les segments de haut niveau consacrés à l'intégration économique régionale a réuni plus de 250 acteurs, y compris 2 ministres, des parlementaires, des décideurs publics, des institutions financières et des partenaires techniques. Ces assises dont a pris part la députée nationale élue de Lubudi, la vénérable princesse Dominique Munongo Inamizé, avait pour objectif de renforcer la coopération économique et consolider la paix durable dans une région trop souvent marquée par les tensions. Nous avions eu à échanger, voir les opportunités qu'il y a par rapport aux différents corridors, et les corridors qui sont là, non seulement entre la RDC et l'Angola, il y a aussi du côté de Lubira et Tanzanie, il y a toutes ces opportunités économiques en fait, mais qui ne peuvent se réaliser que s'il y a la paix. De son côté, le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kaongia, a insisté sur le développement de la sous-région. Et donc, le panel ici a essayé de passer en revue les niveaux d'exécution des travaux, parce que la RDC a contribué à hauteur de 20%, l'Ouganda à hauteur de 20%, et les 60% sont donnés par une entreprise qu'on appelle d'autres services. Tout comme le ministre de l'intégration régionale, Floribert Anzoulouni. Ce segment de haut niveau marque le premier acte d'une nouvelle dynamique régionale pour une CIRGL résolument en Afrique. Notre institution qui se déploie remarquablement pour une résolution pacifique des conflits entre les États devrait aussi fédérer les intelligences pour restaurer les opportunités qui se présentent à nous dans les grands lacs. Cette approche permettra d'impulser des synergies visant à rendre davantage attrayante notre région pour des affaires florissantes. Présente à cette conférence, la Première ministre Judith Suminwa Tuluka a rappelé la position stratégique de la RDC au cœur des 5 organisations d'intégration régionale, à savoir la CIRGL, la CEAC, la SADC, les COMESA et la CEAE. Une situation géographique qu'elle présente à la fois comme un héritage, une responsabilité et surtout une opportunité unique. Je disais dans mon sommaire, Kinshasa et l'AFC M23 ont signé ce samedi 15 novembre à Doha un accord cadre présenté comme une étape majeure vers la désescalade dans l'est du pays. Ce compromis obtenu sous médiation qatari suscite déjà à la fois espoir et prudence alors que la population et la communauté internationale s'interrogent sur sa capacité réelle à mettre fin aux hostilités et à ouvrir la voie à une paix durable. Jean-David Kilolo revient sur les enjeux de cet accord cadre. La signature a bien eu lieu ce samedi 15 novembre 2025 à Doha. Les délégations du gouvernement de la République démocratique du Congo et celles de l'Alliance Fleuve Congo, mouvement M23, ont paraphé un accord cadre sous médiation qatarienne. Cet accord cadre n'est pas l'accord de paix final, mais un texte structurant qui pose les bases d'un futur accord de paix global. Il confirme un cessez-le-feu permanent, la poursuite des négociations selon une feuille de route précise, la mise en œuvre de mécanismes déjà signés, échange des prisonniers, vérification du cessez-le-feu. Des arrangements sécuritaires transitoires pour protéger les civils et restaurer l'ordre public. Il s'inscrit dans la continuité des avancées de 2025, déclaration de principe de juillet, mécanisme d'échange des prisonniers en septembre-octobre et complète l'accord RDC-Rwanda signé à Washington en juin 2025. Cet accord a plusieurs enjeux principaux. Pour Kinshasa, c'est le retrait total et non négociable de l'AFC M23 des zones occupées, Goma-Bukavu, désarmement et restauration de l'autorité de l'État sur tous les territoires. Refus de toute reconnaissance implicite d'une administration parallèle mise en place par l'AFC M23 sur les territoires contrôlés. Retour rapide des millions de déplacés et réfugiés. Fin des exactions. Récupération du contrôle des zones minières. Neutralisation définitive du soutien rwandais au M23. C'est la première fois depuis
le début de l'offensive éclair du M23, que les deux parties signent un texte aussi structuré. Le Qatar et les États-Unis d'Amérique présentent cela comme historique et une rampe de lancement vers la paix définitive. Des accords similaires, juillet 2025, n'ont pas été pleinement respectés sur le terrain. Des combats et violations continuent, l'accord cadre renvoie le point les plus durs, désarmement, retrait, gouvernance, à des protocoles ultérieurs, ce qui laisse la porte ouverte à des nouveaux blocages. Prochaines étapes, c'est que ces négociations rapides, des protocoles détaillés, calendrier, séquençage, garantie internationale. Une réunion d'entérinement économique RDC-Rwanda est attendue si Doha avance. Cet accord cadre est une avancée diplomatique significative qui évite pour l'instant une guerre totale. Mais sa réussite dépendra de la volonté réelle des parties à faire des concessions. Douloureuses soient-elles, sous forte pression internationale, la situation reste très volatile dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et alors que l'Est de la RDC demeure secoué par une crise sécuritaire et humanitaire persistante, le gouvernement de Kinshasa avait annoncé la réouverture imminente de l'aéroport de Goma, présentée comme une mesure stratégique pour renforcer l'assistance aux populations et affirmer la souveraineté de l'État. Cette décision, saluée comme un pas décisif, suscite néanmoins interrogations et attentes quant aux conditions de sécurité et à son impact réel sur la situation dans la région. Jean-David Kilolo et le dossier de la rédaction. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a réaffirmé sa volonté de rouvrir l'aéroport international de Goma d'ici la fin de l'année. Cette annonce faite lors du Conseil des ministres marque une priorité humanitaire et stratégique face à la crise dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, a rappelé que la réouverture se fera uniquement avec l'autorisation expresse des autorités congolaises. Selon le compte-rendu du Conseil des ministres, l'aéroport rouvrira pour des vols humanitaires diurnes afin de garantir le ravitaillement des populations vulnérables et la continuité de l'assistance. Le président de la République a mandaté les ministres des Affaires étrangères, Affaires sociales et les vice-premiers ministres des Transports pour piloter la rouverture dans un cadre sécurisé. L'annonce faite suite à des appels lancés à Paris lors de la conférence internationale sur les Grands Lacs, notamment par le président français Emmanuel Macron pour créer des couloirs humanitaires via Goma. Cette annonce revêt plusieurs enjeux. Premièrement, l'enjeu humanitaire. L'ouverture de l'aéroport permettrait un flux plus direct de matériel d'aide vers l'Est, où les infrastructures terrestres sont souvent dangereuses ou inefficaces. Cette décision est un message fort que Kinshasa affirme son autorité et sa souveraineté, même sur des zones contestées. Le dossier s'inscrit dans les cadres plus larges de la médiation qatari entre le gouvernement congolais et les M23. Le risque sécuritaire reste grand. Le contrôle de l'aéroport, de qui y accède et comment les vols sont gérés sera aussi crucial. Obstacles et risques. Le gouvernement accuse les M23 de refuser toute ouverture de l'aéroport sans condition, ce qui complique la mise en œuvre. Bien que Kinshasa insiste sous son contrôle, la ville de Goma est sous influence rebelle. Et le contrôle effectif de l'aéroport pourrait être contesté. Les vols autorisés seraient uniquement humanitaires et de jour. Cela limite grandement l'utilisation de l'aéroport, notamment pour des vols commerciaux ou d'évacuation d'urgence la nuit. La coordination entre l'État congolais, les acteurs humanitaires et les observateurs internationaux devra être rigoureuse pour éviter les abus ou les interruptions. Si la réouverture se concrétise comme prévu, cela pourrait améliorer immédiatement l'acheminement de l'aide et soulager certaines populations. L'aéroport pourrait devenir un point névralgique de la logistique humanitaire, mais aussi un levier diplomatique dans les processus de paix. Perspective à long terme, le succès dépendra de la stabilisation de la région. Si un accord de paix plus large est respecté, la réouverture pourrait s'élargir à des vols commerciaux, renforçant la connectivité des Goma avec le reste du monde. La décision du gouvernement congolais de rouvrir l'aéroport de Goma
d'ici la fin de l'année est une mesure audacieuse et essentielle pour répondre aux urgences humanitaires dans l'Est. Elle témoigne d'une volonté politique forte et d'un engagement à reprendre le contrôle souverain. Cependant, cette réouverture ne sera pas simple. Elle est conditionnée à des autorisations limitées à des vols humanitaires et nécessite une coordination rigoureuse. Les défis sécuritaires et politiques sont majeurs et la réussite de cette initiative dépendra fortement de la capacité du gouvernement à naviguer entre pression internationale, réalité locale et menaces rebelles. Et puis la rencontre entre la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi et le ministre de la Justice fait déjà réagir. À l'issue d'une déclaration faite ce samedi, Jean-Pierre Lisanga Bonganga a dit soutenir le plaidoyer de la première dame pour la libération des femmes victimes de viol à la prison centrale de Makala lors des événements malheureux survenus à la fin de l'année dernière. On écoute. Les rassemblements des compagnons d'Étienne Tshisekedi pour le changement et le progrès social soutient la première dame, Madame Denise Nyakeru Tshisekedi, pour avoir pris l'initiative de plaider auprès des ministres d'État Ngefa Tondoko Guillaume, ministre de Justice et garde des Sceaux, pour la libération de 269 femmes violées à la prison centrale de Makala. Cette démarche salvatrice prouve à suffisante que Madame Denise Nyakeru, sur les pas du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est très sensible au malheur qui frappe la population congolaise en général et plus particulièrement la femme. Dans ce même ordre d'idées, les rassemblements des compagnons d'Étienne Tshisekedi pour le changement et le progrès social saluent la première dame, Madame Denise Nyakeru Tshisekedi, pour avoir pris très tôt l'initiative de prendre en charge l'instruction des enfants congolais terminant l'école secondaire pour l'université. Cette prise en charge constitue un soutien moral, matériel, psychologique et humain envers les enfants qui quittent l'adolescence vers l'âge de la majorité et qui en ont grandement besoin. Par cet engagement bénéfique à la jeunesse congolaise, la première dame, Madame Denise Nyakeru Tshisekedi, rejoint ainsi la préoccupation majeure d'Étienne Tshisekedi Wamulumba, d'heureuse mémoire, notre mentor, de placer le social dans toutes ses dimensions au centre de la promotion et du développement intégral de la jeunesse. La page sombre de belligérance entre les Téké et les Yaka pourrait bientôt définitivement être tournée. Une solution a été trouvée quant à l'avenir de certains miliciens. Une fois les armes déposées, ils pourront intégrer la réserve armée de la défense plutôt. Ceci a fait l'objet d'une concertation entre la coordination nationale de la RAD à la maison communale de Maluku et les ténors de cette municipalité. Ces derniers s'opposaient au regroupement de Mobondo dans les villages de Doumi, considérés comme un site de transit. La rencontre a été organisée sur instruction du commandant suprême par le biais du vice-premier ministre, ministre de la Défense, Guy Kabombo. Les violences se sont accordées à Maluku, où les têtes couronnées publiques et privées ont validé les villages de Doumi, situés à 120 km de la gare centrale de Kinshasa, comme site de transit de Mobondo, prêt à déposer les armes et adhérer à la RAD, réserve armée de la défense. Son coordonnateur national adjoint chargé de mobilisation et recrutement, le général de brigade Goda Soupka Emery, qui a conduit une forte délégation, a été l'hôte de marque du bourgmestre de la commune de Maluku, Alexis Mampa Mundoni, entouré de quelques conseillers municipaux, avec en tête leur président, des chefs coutumiers et représentants de la société civile locale. Le colonel Malumba Moueloa Soupir, directeur des opérations civilo-militaires, a insisté sur l'urgence d'arrêter les guerres fratricides. Notre fait final recherché, nous voulons à ce qu'il y ait vraiment l'enterrement total des haches de guerre et qu'il n'y ait plus de guerre fratricide entre les Téké et les Yaka.
C'est ça vraiment l'effet final recherché. Après une séance de brainstorming musclé, les fondés du pouvoir politique et social ont sans équivoque adhéré au processus. La RAD n'est pas venue pour tuer les gens. Et la RAD n'accompagne pas les Mubondo. C'est une mission pour créer la paix à nos populations. Donc voilà, nous devons les accompagner et les soutenir pour que la mission que le chef de l'État leur a accordée puisse réussir. Le président du conseil municipal de Maluku a de son côté souligné que même si le délai est dépassé, ils vont continuer à plaider pour la délocalisation de Mobondo en milieu approprié. Satisfait de la résolution de ce problème, le chef coutumier présent a pour sa part encouragé l'initiative de paix au plateau de Bateki. Le coordonnateur national de la RAD, le lieutenant-général Padiri Boulinda David, a salué le patriotisme démontré par le bourgmestre Alexis Mampamundoni et ses collaborateurs. Le gouverneur du Sud Kivu, Jean-Jacques Porossi Sadiki, est de retour en province après une mission officielle à Kinshasa où tous les gouverneurs et les membres des bureaux définitifs des assemblées provinciales étaient invités par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. À son arrivée, il a été accueilli par le vice-gouverneur Jean-Jacques Elakano, entouré des ministres provinciaux et des membres du Conseil provincial de sécurité. C'est par la frontière burundo-congolaise de Kavimvira que le gouverneur de province, professeur Jean-Jacques Porossi Sadiki, est entré au Sud Kivu ce vendredi 14 novembre 2025 après une mission officielle à Kinshasa. À son arrivée, il a été accueilli par le vice-gouverneur, maître Jean-Jacques Elakano, entouré des ministres provinciaux, des membres du comité provincial de sécurité, du maire intérimaire de la ville d'Uvira. Le gouverneur de province a à son tour reçu les ministres d'État en charge de l'agriculture, Muhindo Nzangi, à mission officielle au Sud Kivu. Juste après son arrivée, le professeur Jean-Jacques Porossi et son hôte se sont adressés à la population d'Uvira dans un meeting tenu à Mulongwe. Tulifanya plaidoyer na tunafurahi kuona kama ministre wetu mtoto wetu wa huku naye son excellence ministre d'État Muhindo Nzangi iko nasi hapa ndio alitutembelea, ni ministre national wetu wa agriculture. Après Uvira-Ville, le gouverneur des provinces a fait visiter au ministre d'État et ministre de l'Agriculture la base agro-industrielle de Bouéguera, un projet du gouvernement congolais pour la transformation des produits agricoles. Ici, le ministre d'État Muhindo Nzangi, après une réunion avec les gestionnaires de ces projets, a rassuré que cet investissement de grande importance doit profiter à la population de la région et ces projets doivent être achevés. Alors nous sommes arrivés, d'abord la demande du gouverneur de province qui est venu me voir, j'avais un plan pour venir ici, mais il m'a dit qu'on doit l'accélérer puisque nous avons des infrastructures du gouvernement dans cette partie du pays, notamment le territoire d'Uvira, qui est parmi les greniers agricoles de la République démocratique du Congo. À Bouéguera toujours, le ministre Muhindo Nzangi s'est entretenu avec les responsables des volontaires pour la défense de la patrie VDP Wazalendo et leur a apporté son soutien et appui pour les sacrifices consentis pour la patrie. Le gouverneur du Sud Kivu a aussi fait visiter au ministre de l'Agriculture la sucrerie du Kivu à Kiliba qui est en voie d'être relancée toujours grâce au plaidoyer de l'autorité provinciale. Le professeur Jean-Jacques Porossi a remercié le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, qui est déterminé à rétablir la paix dans notre pays et relancer l'agriculture et l'industrie dans la province du Sud Kivu. En prélude aux festivités de fin d'année, l'association pour le bien-être social dirigée par Roli Chibangu s'est rendue vendredi à l'orphelinat Notre-Dame de Liesse de Ngalima avec dans sa gibecière des dons en vivres et non-vivres en faveur des orphelins. Son seul combat est de répondre aux besoins des plus démunis. Maître Roli Chibangu ne cesse d'exprimer sa sensibilité face aux appels désespérés de ceux qui nécessitent assistance. C'est le cas de cet orphelinat qui abrite une centaine d'enfants qui a chaleureusement reçu la délégation de l'association pour le bien-être ensemble, ABS. Nous sommes là à l'occasion de l'anniversaire de notre coordonnateur, M. Roli Chibangu, qui n'a malheureusement pas pu être là, mais qui a voulu faire un geste pour soutenir ses enfants, nos frères et sœurs, et pour les montrer qu'ils ne sont pas seuls
et qu'on pense à eux. Comme à l'accoutumée, où que la délégation de l'ABS se rende, une joie commune émerge, ravivant l'espoir d'un futur plus radieux pour les enfants. Maître Rolich Bangou, un homme de loi préoccupé par le bien-être des autres, a offert une aide à ses enfants en leur offrant quelques cadeaux, notamment de la nourriture et des articles de première nécessité à l'approche de fêtes de fin d'année. Nous sommes tellement contentes, très contentes d'avoir cette ONG, association qui est venue nous rendre visite aujourd'hui à l'orphelinat Nodaliès. Nous sommes contents au nom de tous les enfants qui sont réunis ici et nous les accueillons à bras ouverts. Vraiment à M. Rolich Bangou, nous implorons la miséricorde de Dieu sur lui et que Dieu lui-même lui bénisse, lui accorde tout ce qu'il a besoin pour faire marcher cette ONG, cette association. Il convient de souligner que cette rencontre, d'une grande importance pour ces enfants, s'est terminée dans une atmosphère chaleureuse. Ces derniers ont pu bénéficier de l'affection et de la dévotion de l'ABS, dirigée par Rolich Bangou. Et en sport, c'est une rencontre très attendue et de tous les espoirs pour les Congolais. La RDC, soit les Léopards et les Nigérias, s'affronteront ce dimanche au Maroc en finale des barrages africains pour la Coupe du Monde 2026. Deux nations historiques du football africain. Deux effectifs talentueux, mais une seule place pour le rêve américain. Retour sur les performances des Léopards dans ce commentaire. Still. And that's it. And in an era where Africa... Ça y est, les Léopards ont sonné la révolte face aux lions indomptables du Cameroun. Il fallait attendre 27 ans pour voir la RDC briser la malédiction. Et c'est Chancel Mbemba qui a montré la voie aux Congolais pour sa 100e apparition sous les maillots de l'équipe nationale. Dans un match équilibré où les Camerounais se sont montrés moins flamboyants, ce sont les Léopards qui ont fait le job en marquant au temps additionnel par le truchement de leur capitaine. Not a bad delivery either, and it's in, and it's the captain, Chancellor Mbemba. Le plus important était d'écarter le Cameroun, un des adversaires costauds de ces barrages, et le rendez-vous est pris pour les dimanches face au Nigeria. To make it back to the World Cup for the first time since their debut, 50 odd years ago. Les Super Eagles ont atomisé les Panthères du Gabon lors de la première demi-finale par 4-1. Au bout d'un match longtemps indécis, le Nigeria a battu les Gabons en prolongation et s'est qualifié pour la finale des barrages avec au passage un doublé de Victor Osimhen. Pour l'Afrique, tout va se décider ce dimanche à l'issue de cette finale Nigeria-RDC. Le vainqueur africain va rencontrer le vainqueur de l'Asie et le meilleur sera qualifié pour la Coupe du Monde Canada, États-Unis, Mexique. Et pour terminer ce journal, ce communiqué, à l'occasion du premier anniversaire du décès du patriarche Médard Aoutaï à Senga, la grande famille biologique Aoutaï et la communauté de l'espace Grand Oriental annoncent l'organisation d'un culte d'action de grâce à Kinshasa ce samedi 22 novembre en la cathédrale protestante avant les commémorations à Aru et l'inauguration du mausolée de l'illustre disparu. Ces dernières ont remercié par ailleurs le chef de l'État ainsi que les institutions de la République pour leur soutien et appui. Je vous propose de suivre leur communiqué. À Kinshasa, la famille biologique, l'Aoutaï et plusieurs proches ont annoncé la tenue le 22 novembre 2025 d'un culte d'action de grâce en mémoire de Médard Avita Asenga, disparu il y a un an jour pour jour. L'ancien député décédé le 22 novembre 2024 à l'âge de 82 ans avait reçu les hommages officiels au Palais du Peuple en présence du président de la République, du président de l'Assemblée nationale, de hauts responsables militaires ainsi que de nombreuses personnalités politiques et traditionnelles. Sa dépouille avait ensuite été transférée dans sa ville natale d'Aru où
repose l'illustre disparu. Pour marquer ce premier anniversaire, la famille remercie une fois de plus toutes les institutions et personnalités ayant rendu hommage à l'ancien parlementaire, notamment le président Félix Tshisekedi, salué pour son implication personnelle. Le programme prévoit un culte commémoratif ce 22 novembre dès 14h à la cathédrale du centenaire protestante dans la commune de Lingwala. Une autre célébration aura lieu le 19 décembre, cette fois à Aru, suivi de l'inauguration du mausolée dédié à l'ancien député. Ce communiqué est signé à Kinshasa par le comité organisateur représenté par Sami Adoubangu Awoto et par Clément Assia Ondia pour la famille biologique. Voilà qui nous conduit à voir à présent le rappel des titres de ce journal. Kinshasa et l'AFC M23 évoluent calmement vers un accord de paix définitif en attendant un nouvel accord cadre. A été signé ce matin à Doha. Il prévoit notamment un cessez-le-feu, l'ouverture des corridors humanitaires, la restauration de l'autorité de l'État ainsi que la libération des prisonniers. Et le gouvernement de Kinshasa avait annoncé la réouverture de l'aéroport de Goma, toujours occupé dans l'est du pays. Une décision saluée comme un pas décisif, mais qui suscite déjà interrogations et attentes quant aux conditions de sécurité et à son impact réel sur la situation dans la région. Vous avez suivi notre analyse dans ce journal. Et enfin, la RDC préside depuis ce samedi la CIRGL. Kinshasa a accueilli le 9e sommet des chefs d'État et de gouvernement qui avait pour thème consolider la paix et la sécurité pour le développement durable dans la région des Grands Lacs. Et c'est par ici que va se refermer ce journal, vous l'aurez compris. Merci à vous tous, madame, monsieur, pour votre fidélité et très bon week-end chez vous. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. C'est avec une profonde fierté et une profonde émotion patriotique que je viens, au nom de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, que j'ai l'honneur de diriger, adresser mes chaleureuses félicitations à nos vaillants léopards de la République démocratique du Congo pour la brillante victoire obtenue jeudi 13 novembre 2025 face au Cameroun. Cette victoire, arrachée avec détermination, engagement et patriotisme, résonne comme un puissant message d'unité et d'espoir pour toute la nation. Vous avez démontré une fois de plus que lorsque les Congolais se lèvent ensemble, rien n'est impossible. À l'aube de votre prochain duel décisif contre le Nigeria ce dimanche 16 novembre, je vous encourage avec force et conviction à poursuivre votre élan victorieux. Une nouvelle victoire ouvrirait les portes de la prochaine Coupe du Monde, un rêve profondément partagé par des millions de Congolaises et de Congolais. Léopard, vous portez aujourd'hui l'honneur d'une nation. Continuez à jouer avec le cœur, l'intelligence et la détermination qui vous caractérisent. Le Congo vous accompagne, le Congo croit en vous, le Congo vous soutient. Fête à Lubumbashi le 14 novembre 2025, l'honorable Kabo Mwamba Michel, président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga.